Donc maintenant, on va essayer d'écouter Badr Sergi, qui est un chirurgien. C'est un enseignant à la faculté de médecine de Oujda. Il travaille actuellement à Oujda. Donc voilà. Donc Badr a déjà fait un stage chez professeur Eric Wiber. Donc il connaît l'école de Paul Brousse. Et il va nous parler des nouveautés, quoi de neuf, en chirurgie hépatique. Et je crois que c'est un travail qu'il a déjà fait avec professeur Eric Wiber. Voilà, Badr, tu as la parole. Vas-y, on dit quoi de neuf? Donc, bonjour tout le monde, chers maîtres, chers collègues, chers internautes qui nous suivaient sur Internet. Donc, le thème qui m'a été assigné était de faire un quoi de neuf en chirurgie hépatique. Nous avons commencé donc par faire une recherche bibliographique sur PubMed, Liver Surgery, ça nous sort 9000 résultats, et cela uniquement sur une période allant de 2015 à 2016 actuellement, et uniquement sur les recherches sur l'humain. Donc, c'est un sujet vaste, aussi bien par ses indications, ses techniques chirurgicales, l'introduction de la chirurgie mini-invasive, mais aussi la préparation des malades à la chirurgie. Donc, d'emblée, nous avons exclu certains types de chirurgie, notamment la chirurgie biliaire, la chirurgie de l'hypertension portale et de transplantation, parce que nous avons considéré que c'était une chirurgie particulière, de par la préparation des malades qui était différente par rapport aux autres indications, la prise en charge, et donc aussi la morbimortalité de ces types de chirurgie. Donc nous avons envisagé le plan suivant. Nous allons d'abord parler de quoi de neuf concernant la préparation et l'évaluation des malades en préopératoire. Nous allons parler ensuite de certains aspects techniques en péropératoire, au bloc opératoire. Nous allons parler de quelques indications, vraiment limitées. Nous allons toucher par la suite un mot sur la chirurgie mini-invasive. Et pour terminer, bien sûr, en parlant de l'innovation, puisque sans innovation, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de chirurgie hépatique. Donc, concernant la préparation et l'évaluation des malades, son but est d'évaluer aussi bien le volume, mais aussi la fonction du futur foie restant. Donc, nous allons commencer par les standards, puisque l'évaluation du volume se fait par... très bien. Donc, l'évaluation du volume se fait par deux formules reconnues par la communauté de chirurgiens hépatiques. La formule de M. Nicolas Vauté, mais aussi la formule française, donc qui va calculer le volume du futur foie restant en associant donc la masse corporelle ou la surface corporelle rapportée à la masse du sujet. Deuxième technique pour évaluer, standardisée, qui est utilisée pour évaluer donc la fonction et non pas le volume, la fonction du futur foie restant, c'est le test ovaire d'indocyanine, donc qui a été décrite pour la première fois en 1999, puis reprise sur une série donc rétrospective par l'équipe de Makuchi, et finalement republiée en 2005, et qui ont publié donc un arbre décisionnel qui prend en compte uniquement, après avoir donc éliminé les malades acytiques ou qui présentent un taux de bilirubine élevé, le taux de rétention d'indocyanine à 15 minutes. Et donc, ils ont stratifié leur technique chirurgicale en fonction de ce taux de rétention. Donc ça, c'est les standards dans l'évaluation du volume et de la fonction. Quoi de neuf dans l'évaluation du volume? L'IRM hépatique, utilisant un produit de contraste spécifique au foie, avec une étude en phase de relaxation. Pour ne pas trop rentrer dans les détails, ceux qui ont donc mis en place cette étude vont évaluer le taux de relaxation du foie au stade T1, avant la réalisation de l'IRM, et au stade T1, donc post-réalisation de l'IRM. Ils vont injecter durant cette phase un produit de contraste spécifique au foie, et ils vont calculer par cette formule le temps de relaxation, le volume du foie, mais aussi le rapport entre le volume et le temps de relaxation. Donc il est apparu qu'il y avait une certaine corrélation entre ces trois paramètres, à savoir le volume, le temps de relaxation et la formule qu'ils ont étudiée. Cette corrélation a été comparée à une technique standard qui est le taux de rétention du verre d'indocyanine à 15 minutes. Ils sont partis au-delà, donc en réalisant un rapport entre le volume du foie et le taux de réduction de la relaxation. Il ne faut pas rentrer trop dans les détails, mais juste retenir qu'ils avaient une forte corrélation, un coefficient de corrélation à 0,92, ce qui leur permettait de conclure que c'était une technique fiable, donc l'IRM, avec étude en temps de relaxation en utilisant un produit spécifique au foie, permettait d'évaluer très très bien que ce soit le volume ou la fonction du futur foie restant. Quoi de neuf dans l'évaluation de la fonction du futur foie restant? Cette équipe ont donc couplé aussi bien l'IRM hépatique qu'à la scintigraphie du foie. Donc, ils ont trouvé
sans rentrer toujours dans les détails parce que c'est des protocoles assez étendus, donc que le couplage entre le volume du futur foie restant calculé à l'IRM et associé à une scintigraphie du foie avait une valeur prédictive très importante et statistiquement significative quant à la survenue d'insuffisance hépatocellulaire stade B ou C, avec une très grande sensibilité à 92% et une très grande spécificité à 98%, ce qui leur permettait aussi de conclure que cette technique était fiable pour l'évaluation de la fonction du futur foie restant. Une nouvelle technique, cette fois-ci, qui consiste à injecter un produit, la sémétacine, c'est un produit qui est uniquement métabolisé au niveau du foie par un complexe enzymatique qui ne se trouve que dans les cellules hépatiques, le P450. Et l'excrétion de ce produit se fait par voie respiratoire. Donc cette équipe, ils ont mis en place un protocole qui consistait à mesurer le taux d'excrétion de cette sémétacine au niveau respiratoire. Et ils ont corrélé donc le résultat par rapport à une technique standard qui est toujours donc le taux de rétention du verre d'indocyanine à 15 minutes. Ils ont trouvé que le résultat était prédictif de survenue de la mort secondaire à insuffisance hépatocellulaire, de la survenue d'insuffisance hépatocellulaire et de la morbidité globale. Et ils ont conclu donc que cette technique, on le voit ici très bien, avait une très très grande valeur prédictive de survenue de mortalité, surtout à J1, que ce soit pour la mortalité ou uniquement la survenue d'insuffisance hépatocellulaire post-hépatectomie. Qu'en est-il de l'évaluation maintenant du futur foie restant, ou du foie existant, avant d'avoir opéré le malade? Un très très beau papier de l'association Asian-Pacifique d'études du foie, qui ont réalisé une conférence de consensus en 2015 et qui sont sortis avec des recommandations. Des recommandations qui concernent les différentes techniques qui existent, que ce soit invasif ou non invasif, pour l'évaluation du futur foie restant, c'est-à-dire l'évaluation de la fibrose et de la cirrhose. Ils ont classé les différentes techniques en test biologique et score. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un papier qui fait plus de 30 pages. La radiologie conventionnelle, à savoir l'échographie, le scanner et l'IRM. L'élastographie, qui est en pleine expansion, l'IRM de relaxation, mais aussi le fibroscan. Et la technique standard, qui est la biopsie du foie, qui peut être réalisée soit en percutané, soit au cours d'une mesure de gradient de pression hépatique. Ils sont sortis avec des recommandations, après avoir bien sûr donné leur consensus concernant les indications de la biopsie percutanée comme élément invasif, comment gérer les patients sous anticoagulants, que ce soit antiagrégants, antiplaquettaires mineurs ou majeurs, et aussi quelles sont les complications qu'il faut redouter. Ils ont conclu que la technique standard reste la biopsie du foie percutanée, que certains éléments biologiques comme le score à prix avaient une bonne valeur prédictive de fibrose ou de cirrhose, surtout dans un contexte économique, donc surtout dans les pays en voie de développement. Et ils ont conclu qu'on avait besoin de plus d'études avec des niveaux de preuve A1 pour faire asseoir donc les méthodes non invasives, notamment le fibroscan. Donc après avoir évalué et préparé les malades, qu'est-ce qu'il faut faire au bloc opératoire? Au bloc opératoire, il faut diminuer le risque hémorragique. Il ne faut pas faire des résections extensives pour éviter le risque d'insuffisance hépatocellulaire post-opératoire. Il faut au maximum essayer de détecter les éventuelles fistules biliaires par des tests péropératoires. Et faut-il drainer ou ne pas drainer? Concernant le risque hémorragique, cette revue de littérature, donc, qui a revu toute la publication sur PubMed concernant les articles qui traitaient de la minimisation de la perte sanguine au cours des hépatectomies. Ils ont aussi bien traité le recours à des méthodes d'occlusion vasculaire, c'est-à-dire les clampages continus, discontinus, clampage cave, la durée du clampage, le traitement de la tranche de section, faut-il mettre des plaques hémostatiques, et aussi les techniques de modification de remplissage et de clampage cave, c'est-à-dire fallait-il utiliser plutôt un clampage cave ou une réduction de la pression cave par les anesthésistes en diminuant le remplissage pour avoir une pression veineuse entre 2 et 5 mm. Ils ont conclu qu'en fait, il n'y avait pas de différence statistiquement significative concernant l'utilisation de topiques sur la tranche hépatique, qu'il n'y avait pas de différence concernant les techniques de clampage, avec une légère préférence au clampage discontinu intermittent par rapport au clampage continu intermittent, mais qu'il fallait éviter le clampage cave parce qu'il donnait beaucoup plus d'incidents d'embolie pulmonaire post-opératoire ou péropératoire. Un deuxième papier qui est ici une revue de la Cochrane Librairie, donc un papier qui fait plus de 80 pages. Je vous donne juste la conclusion, il a comparé les différentes méthodes de traitement de la transection hépatique, en comparant le cavitran, l'IGACHOUR et l'ultracision, mais aussi la chiliclasie.
Ils ont conclu qu'il n'y avait pas de différence en termes de transfusion sanguine, d'admission en unité de soins intensifs, de durée de séjour entre ces différentes méthodes. Ceci dit, ils ont trouvé une nette différence entre la chéliclasie et les autres méthodes en termes de coût, puisque l'utilisation de la chéliclasie avait un coût nettement moins important, entre 2 à 6 fois, selon le matériel utilisé. Qu'on ait utilisé du cavitran, ligachour, ultracision. Toujours en parlant de la transection hépatique, cette étude multicentrique, donc un randomized control trial, qui a essayé de montrer la non-infériorité des nouvelles sources d'énergie par rapport à la chéliclasie. Ils ont atteint l'objectif primaire et ils ont dit qu'il y avait peut-être une tendance qui était statistiquement significative à avoir de moins de fistules biliaires au cours des hépatectomies traitées par des sources d'énergie autres que la chéliclasie. Est-ce que c'est vrai? Donc, on revoit cette revue de Cochrane, donc revue systématique de la littérature avec méta-analyse des articles qui y ont été retenus en fonction des critères d'inclusion et d'exclusion, et qui ont stratifié les différentes méthodes d'hémostase selon les articles. Et donc là, l'occlusion vasculaire, donc clampage intermittent, clampage discontinu, comment traiter la tranche, mettre ou non une plaque hémostatique. Donc ils ont conclu que selon leur étude et méta-analyse, la meilleure façon de faire était de faire un clampage intermittent. La meilleure technique de transection hépatique restait la chéliclasie, et que peut-être il n'avait pas besoin d'utiliser une plaque hémostatique sur la tranche, puisque selon cette étude, ça ne diminuait ni le risque de fistule biliaire, ni le risque hémorragique. Ceci dit, il reste prudent en demandant plus d'études, randomisées si possible, pour confirmer le résultat. Ne pas utiliser des topiques, peut-être pas, puisque cette méta-analyse parle d'une réduction des pertes sanguines au cours des hépatectomies quand on utilise une plaque hémostatique sur la tranche de section. Par contre, il n'y aurait pas de réduction significative concernant le recours à la transfusion, qu'on ait ou non utilisé une plaque hémostatique. Pas de différence en termes de collection post-opératoire. Vous pouvez très bien mettre une plaque, ça ne va pas diminuer le taux de collection. Et pas de diminution de risque de fistule biliaire. Nous allons parler du risque d'insuffisance hépatocellulaire en péropératoire. Comment le réduire? Le papier d'Eric. Donc, mesure de la pression veineuse portale en péropératoire. Quand on a une pression veineuse portale au-delà de 22 mm, avec un gradient qui dépasse 10 à 12 mm, il est généralement déconseillé de réaliser la résection hépatique, puisqu'on a un taux important qui est corrélé aussi bien en prenant en compte le critère 50-50 pour le diagnostic d'insuffisance hépatocellulaire. La deuxième définition, qui est celle de voter avec un taux de bilirubine total supérieur à 120, ou encore la définition de l'Association nationale de chirurgie hépatique, puisqu'on avait également une augmentation du taux d'insuffisance hépatocellulaire quand on réséquait avec un gradient port très élevé. Il y avait aussi une augmentation de la morbimortalité post-opératoire à 30 et 90 jours. Quand on a un volume hépatique insuffisant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est le standard. Réaliser une embolisation portale droite pour obtenir un futur volume de foie restant, moins de 30% sujet sain, moins de 40% foie de fibrose ou de cirrhose. Quoi de neuf dans ces techniques? C'est l'ALPS. Il s'agit de réaliser une intervention hépatique qui va permettre de réaliser une hypertrophie du foie dans un temps qui est assez record pour donner plus de chance aux patients. Cette intervention se déroule en 2 temps. Un premier temps, on va réaliser une transection hépatique avec ligature portale droite. Et un deuxième temps, on va donc couper les ponts biliaires, artériels et suez-hépatiques. C'est une technique qui a été décrite pour la première fois en 2012 et puis qui a été largement diffusée. D'où ce premier papier, qui reporte les résultats du registre international concernant l'ALPS et qui montre une mortalité non négligeable autour de 7%, une morbidité assez élevée dans ce genre d'intervention de 30%. Il rapporte aussi les facteurs prédictifs de morbidité et de mortalité, puisque les patients qui bénéficient le mieux de cette technique sont les patients âgés de moins de 60 ans et qui ont été diagnostiqués pour des métastases hépatiques de cancer colorectaux. C'est-à-dire que ceux qui avaient un CHC ou des tumeurs biliaires type cholangiocarcinome ilaire ou périphérique, ils avaient plus de chances de développer une mortalité ou une morbidité à 90 jours. Donc, devant la diffusion de cette technique, a eu lieu une conférence de consensus à Hambourg en 2015, et les résultats ont été publiés sous forme d'un papier en 2016. Un papier qui sort avec plusieurs recommandations. Je ne vais pas tous vous les citer, on peut les retrouver facilement sur le papier qui est en téléchargement libre.
Et donc, ce qui est à retenir, c'est que l'ALPS est une technique innovante. Il doit être réalisé dans des centres experts en chirurgie du foie. L'indication la plus préférable est celle des métastases hépatiques des cancers colorectaux. Il est conseillé de réaliser donc un scanner volumétrie entre J7 et J10. Il conseille aussi que, en cas de volume futur foie restant satisfaisant, mais avec des marqueurs biologiques tels le TP et l'INR qui restent élevés, il est déconseillé de réaliser donc l'hépatectomie le deuxième temps, même si à l'imagerie le volume futur foie restant est satisfaisant. Le mini-ALPS, qui a été décrit par l'équipe argentine, qui peut-être va inverser les choses, puisque cette équipe propose de reporter la majeure partie de la première intervention, qui était de réaliser une transection hépatique, une embolisation portale droite avec section porte peut-être, au deuxième temps. Et donc ils font une embolisation portale droite avec une mini transection hépatique de 3-4 cm de profondeur. Et ils proposent d'attendre, de faire un scanner J7, J10 et de voir. Ils ont opéré comme ça 4 malades, 3 pour métastases hépatiques colorectaux, et on voit très bien qu'ils ont des patients qui dépassent l'âge de 60 ans, un carcinome hépatocellulaire dans les indications. Ils n'ont rapporté aucun décès chez ces 4 patients et aucune morbidité majeure, c'est-à-dire au-delà de 3 ans. Donc peut-être mini-ALPS prometteur. Que faire pour diminuer le risque de fistule biliaire? Là, je vous rappelle la définition du groupe international d'études du foie. Je vous rappelle aussi qu'on a parlé de la définition des sources hépatocellulaires de Nicolas Vauté, au-delà de 120, et la définition donc de Jacques Perretti, le 50-50. Différents tests ont été décrits, la cholangiographie péropératoire, le test au bleu de méthylène, le test au vert d'endocyanine, test à l'air et tout simplement le test à la compresse qui consiste à mettre une compresse et d'attendre qu'elle se colore en jaune. Un nouveau test, décrit en 2008, mais qui ne va être validé que par la suite, donc c'est le white test, le test blanc, qui consiste à injecter donc par le canal cystique ou à travers le lobulaire principal d'une solution émulsifiante grasse de couleur blanchâtre. Les auteurs de cet article avancent les arguments suivants. Quand on fait une coloration, donc un test au bleu de méthylène au vert d'endocyanine, cela colore la tranche hépatique en bleu ou en vert. Après, c'est difficile à enlever, on ne peut pas répéter ce test. Quand on fait ce test au sérum salé, le risque est de rater les petits canaux biliaires. Et quand on fait un test à la compresse, on n'est jamais sûr. Les auteurs ont utilisé cette solution qui peut être lavée tout simplement au sérum salé. C'est-à-dire qu'on peut faire ce test-là, laver la tranche au sérum salé, on peut le répéter le nombre de fois qu'on veut. C'est une solution donc qui est anodine. Ils ont rapporté donc ils ont fait en 2015, ils ont essayé de valider donc ce white test. Ils ont trouvé que le test permettait de diminuer le risque de fistule biliaire en post-opératoire à travers cette méta-analyse et de diminuer aussi, d'augmenter en plus le taux de détection de fistule biliaire péropératoire. Ils ont conclu donc que c'était une technique qui était supérieure aux autres techniques de détection de fistule biliaire. Qu'en est-il du drainage post-opératoire? Cette méta-analyse, avec revue systématique de la littérature, qui conclut que le fait de drainer ne permettait pas de diminuer le taux de fistule biliaire post-opératoire et que donc il était peut-être inutile de faire un drainage. Une conclusion à prendre avec beaucoup de considération. On va parler un petit peu des indications. Je vais me limiter à 4 thèmes. Le cancer hépatocellulaire, carcinome hépatocellulaire, les métastases hépatiques des cancers colorectaux, le kyste hydatique du foie, ça nous concerne tous, et le traumatisme du foie, ça concerne tout chirurgien généraliste. Le meilleur traitement du CHC reste la transplantation, comme le montre cette courbe de survie. Quand on a envie de faire des résections, quand elle est majeure, il faut avoir un sujet Child A, pas d'hypertension portale, un volume futur foie restant satisfaisant. En cas d'hépatectomie mineure, on peut admettre des Child A, B7, et des VO stade 1. Je vous rappelle, ce qui est standard, c'est qu'il faut au mieux réaliser des résections anatomiques qui ont une meilleure survie, des marges au-delà de 2 cm et une approche antérieure qui a prouvé son efficacité dans cette étude. Quoi de neuf dans la chirurgie du CHC? Cet article qui va comparer les différentes techniques hormis transplantation de la prise en charge du CHC, c'est-à-dire chimio-embolisation, radiofréquence, alcoolisation et chirurgie, et qui conclut qu'en fait, en termes de survie à 1 an, à 3 ans et à 5 ans, la chimio-embolisation transartérielle associée à la radiofréquence avait une meilleure survie à 1 an, à 3 ans et à 5 ans par rapport à la chirurgie. Je vous présente aussi cet article qui va à l'encontre du précédent, puisqu'ils ont réalisé à travers une méta-analyse une comparaison entre chirurgie et chimio-embolisation associée à une radiofréquence. Et ils trouvent que
la chirurgie donne de meilleurs résultats en termes de survie par rapport à la chimiomobilisation et la radiofréquence. Donc, c'est des articles qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, que ce soit pour le premier ou pour le deuxième. Quoi de neuf dans la prise en charge des métastases hépatiques des cancers colorectaux? Ce papier de Paul Brousse, qui est parti regarder dans la réponse histologique des métastases hépatiques par rapport à la chimiothérapie. Ils ont constaté que chez le même sujet, les métastases, chaque métastase pourrait avoir une réponse différente par rapport à l'autre en termes de réponse histologique complète. Ils ont sélectionné 31 patients sur une liste de 157, 31 avaient une réponse histologique différente et 8 avaient des mutations génétiques totalement différentes. Ils ont cherché les facteurs prédictifs de cette hétérogénéité à la chimiothérapie. C'était le nombre de tumeurs. Plus le patient avait un nombre de tumeurs élevé, plus le risque de cette réponse différente à la chimiothérapie était élevé. Et aussi la réalisation d'une embolisation portale préopératoire. Il n'y avait pas de différence en termes de survie, mais cela nous pousse à réfléchir que peut-être d'ici peu on va arriver à un traitement à la carte, non pas seulement par patient, mais aussi par métastase. On devra traiter chaque nodule différemment. Comment gérer les patients qui ont des métastases hépatiques et pulmonaires associées? Ce papier essaie de répondre à la question en comparant 3 groupes. Un groupe qui a reçu donc une résection hépatique, un groupe qui a reçu une résection hépatique et pulmonaire à la fois, et le troisième groupe qui a reçu une résection hépatique mais sans résection pulmonaire. Quels sont les résultats? Donc il y avait statistiquement une nette différence de survie à 36 mois entre les 2 premiers groupes qui avaient reçu soit une résection hépatique ou une résection hépatique et pulmonaire par rapport au groupe qui avait des métastases associées pulmonaires et hépatiques mais sans résection du pulmonaire. Et il y avait aussi une différence de survie entre le groupe qui a reçu donc une résection hépatique et pulmonaire contre le groupe chez qui on a laissé les métastases pulmonaires, ce qui encourageait selon ce papier à réaliser quand c'est possible une résection hépatique et pulmonaire soit décalée soit associée. Place des envahissements ganglionnaires hilaires dans les métastases hépatiques de cancer colorectaux. Donc, il est connu que les patients qui ont un envahissement ganglionnaire hilaire avec les métastases hépatiques ont une survie moins importante. Maintenant, quels sont les facteurs prédictifs de cette survie? C'était l'existence initiale d'un envahissement ganglionnaire important dans la résection du primitif quand la résection a été faite. Et aussi la taille tumorale sur le primitif. Plus donc de métastases ganglionnaires hilaires dans les T3 et T4. Ce qui a poussé les auteurs de l'article à conclure que chez les malades chez qui le primitif était réséqué et chez qui on avait un T3, T4 ou un envahissement ganglionnaire massif, il était préférable et souhaitable dans l'imagerie préopératoire de prêter plus attention aux ganglions hilaires et, si possible, d'en faire leur résection. On devait y venir, la transplantation hépatique pour métastases hépatiques du cancer colorectal. C'est une étude pilote norvégienne, prospective, qui a été réalisée sur une cohorte de 22 patients atteints de métastases hépatiques du cancer colorectal, rigoureusement sélectionnés, avec une imagerie pré-inclusion dans le protocole rigoureuse, PET scan, IRM. Et donc, ils ont publié leurs résultats initiaux en montrant donc un taux de morbimortalité non négligeable et une médiane de récidive à 8 mois. Les courbes de survie montraient que la survie sans récidive, à 2 ans, il n'y avait plus aucun patient qui n'avait pas récidivé, donc tous les malades avaient récidivé à 2 ans. Mais en termes de survie globale, on avait environ 60% de patients qui étaient encore vivants. Ce qui contraste beaucoup par rapport aux résultats d'une chimiothérapie chez des malades palliatives et chez qui on n'atteignait pas cette survie à 5 ans. Ou alors rarement. Ils ont cherché le facteur prédictif de survie globale. Donc c'était la taille tumorale, un taux d'ACE inférieur à 80, et donc un diagnostic au-delà de 2 ans. Ils ont ensuite réalisé un score qui s'est avéré prédictif en associant les 3 critères. Concernant le kyste du foie, donc je rappelle ce papier paru en 2014 qui avait montré qu'il n'y avait pas de différence en termes de complications et des récurrences du kyste du foie qu'on ait eu recours à une technique radicale, donc une hépatectomie, péricystectomie, ou une résection du dôme saillant. À partir de ce papier, une réflexion est née pour en arriver à celui-là, publié en 2016 par l'équipe chirurgie A, et donc qui voulait avoir une vision différente de ce qu'était auparavant la chirurgie kystidatique et qui confrontait tout le temps méthode radicale et conservative. Donc ils ont mis en place ces paradigmes, c'est-à-dire des principes de chirurgie kystidatique qui devaient respecter les paramètres parasitaires, donc éviter une contamination, paramètres de chirurgie hépatique, réduction de pertes sanguines, réduction donc conservation parenchymateuse et les règles biliaires, donc ne pas laisser de fistule biliaire en place, traiter une fistule biliaire, il
il faut avoir des marges biliaires saines, quitte à faire une résection hépatique. Donc, ils ont comparé la stratégie chirurgicale qui a été adoptée entre deux groupes. Premier groupe entre 90 et 2004, deuxième groupe entre 2005 et 2013. Et grâce à un score de propension, avec une proposition de schéma de prise en charge, ils ont comparé les résultats en termes donc de complications globales, complexes, collection intra-abdominale. Et ils ont vu que, en stratifiant par groupe, par un score de propension qui, je vous rappelle, a valeur d'une étude randomisée, qu'il y avait une différence statistiquement significative entre les résultats quand on comparait les malades par période. C'est-à-dire que la première période, on n'avait pas ces dogmes, où donc on comparait toujours méthode radicale et conservative. Sur la deuxième période, où on intégrait ces deux techniques pour, on va dire, un traitement à la carte. Chez ce patient, il lui faut un traitement radical, chez ce patient, il lui faut un traitement conservateur. La deuxième période s'est révélée statistiquement significative. Et donc, je vous conseille vivement, je vous invite vivement à adopter cette stratégie qui risque de modifier donc la prise en charge sciatique dans votre expérience. Concernant la prise en charge des traumatismes du foie, on sait tous qu'actuellement, plus de 80% des traumatismes sont gérés de façon conservative. Sur cet article, une revue systématique, ils ont cherché les facteurs prédictifs d'échec du traitement médical, et donc de méthode conservative. Et donc, ils ont découvert que c'était le recours à un remplissage massif à l'admission, l'existence donc d'un syndrome péritonéal, transfusion, et l'existence de lésions d'autres organes associés, rate, rein, tube digestif. Un deuxième papier qui propose, donc juste pour rappel, une prise en charge adéquate selon les standards de la littérature d'un traumatisé du foie. Donc, admission du malade, c'est la stabilité hémodynamique qui prime, instable on l'admet au bloc, il n'est pas stable on fait un scan, recours à l'angioscanner quand il y a des embolisations à faire, surveillance du malade en unité de soins intensifs ou au service, et puis s'il présente de signes péritonéaux, le réadmettre au bloc opératoire. Donc, nous en avons terminé avec les indications, il nous reste deux petits chapitres, quoi de neuf dans la chirurgie mini-invasive du foie et quoi de neuf en innovation. Concernant la chirurgie mini-invasive du foie, une première, conférence a été réalisée en 2008 à Louisville, aux États-Unis, et qui est sortie avec ses recommandations. Ils ont classé donc les techniques mini-invasives en chirurgie du foie, et on dit qu'elle était indiquée quand on avait des lésions uniques, en expérience initiale moins de 5 cm, des segments allant du segment 2 au segment 6, donc en excluant le segment 7 et 8 et le segment 1. La lobectomie gauche laparoscopique en 2008 était considérée comme étant un standard. Les hépatectomies majeures devaient être réservées au centre expert. Et le fait qu'il s'agisse de lésions bénignes ne devait pas modifier les indications en chirurgie laparoscopique pour soi-disant qu'on sait faire mieux et de manière moins invasive. Et ils ont conclu qu'on avait besoin d'essais randomisés si c'est pas possible de réaliser des registres où on devait inscrire les malades donc pour une meilleure étude des résultats de la mortalité de cette chirurgie qui reste quand même une technique innovante. Donc, diffusion de la chirurgie laparoscopique à travers le monde. Un grand nombre se fait plus de 200 au Japon. Ce qui nous amène à la deuxième conférence de consensus 2004 réalisée à Morioka, au Japon. Et qui est sortie avec des recommandations. Ils ont eu recours à un jury fait de 9 personnes et à des experts. Donc ça, c'est les méthodes utilisées. Je vous les passe, c'est pas la peine de trop en parler. Ils sont sortis avec ces recommandations-là. Donc les recommandations du jury étaient que les hépatectomies mineures peuvent être utilisées actuellement. Donc les classés idéal 3, c'est-à-dire que c'est une technique qui était en voie d'utilisation et de diffusion à travers le monde. Les hépatectomies majeures devaient continuer à être pratiquées dans des centres experts. La mortalité rapportée dans les différents papiers de la littérature devait être rapportée à 90 jours et non plus seulement à 30 jours pour une meilleure appréciation de la morbidité de la chirurgie. Chirurgie robot reste une technique innovante, prélèvement de donneurs pédiatriques ou adultes aussi, et il fallait faire plus d'éducation vis-à-vis des résidents et des futurs internes en termes de chirurgie laparoscopique. Les experts ont donné des recommandations pour les futurs chirurgiens qui veulent s'adonner à la chirurgie laparoscopique. Donc, il les conseille de commencer par des hépatectomies mineures, mais avant tout, acquérir une chirurgie hépatique en laparotomie. La technique hybride hand assisted peut être utilisée en début d'expérience. Il préfère l'approche caudale à l'approche latérale qui améliore la dissection hilaire. Pulmon péritoine entre 10 à 15 mm pour une meilleure visibilité.
La transection hépatique est restée au choix du chirurgien, donc ligature, ultracision, cavitron, ce que vous voulez, et nécessité de standardisation des techniques de résection anatomique et d'épargne parenchymateuse pour les carcinomes hépatocellulaires et métastases hépatiques, respectivement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de technique standardisée de comment faire une résection hépatique en chirurgie laparoscopique. Quoi de neuf en innovation? 3 papiers. Le verre d'indocyanine, donc la fluorescence au verre d'indocyanine. Il s'agit d'injecter donc le verre d'indocyanine et grâce à une gamma caméra qui envoie des infrarouges puis le recapte, détecter l'existence d'une captation anormale par rapport au reste du foie, ce qui peut orienter vers la détection d'autres lésions qui n'ont pas été détectées à l'imagerie initiale. Une deuxième utilisation, c'est la recherche de fistule biliaire sur les tranches de section, donc ou un défaut de vascularisation. Deuxième papier qui traite de l'innovation, cette équipe japonaise donc, qui a utilisé, on va dire, des éléments polystères pour recouvrir les pinces, que ce soit bien d'aspiration, ici, ou de préhension en chirurgie laparoscopique. Leurs arguments avancés, c'était qu'en cas d'hémorragie, il fallait aller directement prendre le vaisseau qui saigne, mettre l'aspiration sans pour autant être délétère vis-à-vis du parenchyme hépatique ou de vaisseaux saignants. Donc ils ont couvert leurs pinces par ces polystères et donc ils ont présenté leur expérience dans un article innovant. Donc là on voit les images péropératoires, préhension du parenchyme hépatique, aspiration sur un vaisseau qui saigne. Troisième révolution, et je crois qu'elle atteint tous les domaines, non pas uniquement celui de la chirurgie hépatique, c'est l'impression 3D, donc un papier japonais qui initie donc les étudiants japonais à l'anatomie du foie, à l'anatomie des lésions hépatiques, en ayant recours à l'impression 3D. Donc ils ont pris le scanner d'un patient, ils l'ont intégré à travers donc une modification des formats des fichiers radiologiques dans leur imprimante 3D, en y incluant la tumeur, et ils ont donc simulé en préparatoire la chirurgie, ce qui facilite un petit peu donc l'apprentissage des futurs internes et résidents. Pour conclure, préparation et évaluation des malades, les techniques standards sont les volumétries sur scanner ou IRM et le test de verre d'indocyanine avec des perspectives pour l'IRM et scintigraphie. Aspect technique, préférer le clampage discontinu à basse pression cave. L'utilisation des topiques peut être utile. Mesure de la pression veineuse portale, l'ALPS pour les malades qui présentent un volume futur foie restant insuffisant et chez qui on ne veut pas donc rater une perte de chance et induire une augmentation rapide du volume futur foie restant. En métastase hépatique du cancer colorectal, je pense que la transplantation va faire sa place d'ici peu, dans les 5 à 10 ans. Chirurgie du kyste hydatique, je vous invite à lire le papier, vous en serez séduit. Suivre les recommandations dans le cadre de la chirurgie laparoscopique et réserver les résections majeures au centre expert. Et enfin, ne pas oublier l'innovation, elle est inévitable pour le développement de la chirurgie hépatique. Je vous remercie. Pour tous ces éclaircissements, Eric, tu veux ajouter quelque chose là sur les nouveautés? Toi, oui, viens. Oui, tu as le micro là. D'abord, tu n'as pas parlé de l'avenir. C'est ce qu'il y a des travaux. Non, je voulais d'abord remercier Bad pour cette vision assez générale de tout ce qui s'est fait en chirurgie hépatique dans les dernières années là. Je vais revenir sur 2 points. Je vais revenir sur le problème de la transplantation hépatique pour métastase hépatique du cancer du côlon et sur le ALPS. En fait, faut se méfier quand même. La transplantation hépatique de métastase hépatique du cancer du côlon, il faut pas dire que actuellement c'est une indication reconnue. Il faut voir une chose, c'est que ce qui a été présenté, c'est les travaux de l'équipe suédoise ou norvégienne, je sais plus, enfin du nord de l'Europe, où il y a plus de greffons que de malades. Donc dans ces pays-là, les gens se sont dit, finalement, est-ce que chez les patients qui ne peuvent pas être réséqués, on peut pas envisager de la transplantation hépatique? Les résultats qu'on observe sont à prendre avec des pincettes parce que c'est des malades qui sont très mal sélectionnés, c'est des malades qui ont été transplantés probablement un peu vite. Donc je pense que il faut savoir être prudent sur ce point. Je pense que la seule réponse à ça, c'est ce qu'est en train de faire René Adam sur le problème de la transplantation versus chimiothérapie exclusive sur les patients qui ont des métastases hépatiques non résécables. Et voilà, donc on leur a réponse. Le problème, c'est que, et c'est là où on rejoint un peu le problème de l'observatoire, c'est que si on veut faire entrer un patient dans des études contrôlées comme ça,
on a une problématique qui est celle que lorsqu'on va avoir la réponse, c'est-à-dire dans 5 ans, la chimiothérapie aura fait des progrès, ce qui fait que la réponse que donnera aura plus de valeur. Donc c'est pour ça que on peut se poser la question finalement de faire un observatoire. Donc j'ai pas la réponse à ça. Ce que je veux juste te dire, c'est attention, la transplantation hépatique dans les métastases hépatiques du cancer du côlon, actuellement, c'est pas quelque chose de reconnu, c'est quelque chose qui est évalué. Et il y a un sujet que t'as pas évoqué, qui est le coût du ce qu'ils appellent le rapide. Le rapide, c'est quoi? C'est finalement se dire, on va faire de la transplantation hépatique de lobe gauche. Et en fait, c'est la même étude, c'est toujours les mêmes, c'est les gens dans le nord de l'Europe qui ont fait un truc assez malin. C'est qu'ils ont fait une transplantation hépatique auxiliaire chez les patients qui avaient des métastases hépatiques de cancer du côlon. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont prélevé un lobe gauche à un patient qui avait, pas un lobe gauche, un malade, un donneur vivant. Ils ont prélevé un lobe gauche et ils ont fait une lobectomie gauche chez le patient qui avait les métastases hépatiques. Ils ont transplanté le lobe gauche du foie en laissant en nourrice, en greffe auxiliaire, le foie droit du malade qui a donc permis d'attendre que la régénération se fasse du côté gauche et 8 jours plus tard, ils ont enlevé le lobe droit. Donc ça, c'est de la transplantation hépatique auxiliaire dans les métastases hépatiques de cancer du côlon, qui est probablement quelque chose qui va prendre de l'importance, et en tout cas, tu sais qu'on a développé, nous, un anneau pour moduler la pression portale, et peut-être que cet anneau pour moduler la pression portale aura un intérêt dans ce genre de choses. Donc le rapide, c'est vraiment quelque chose de très innovant, qui est de la transplantation hépatique auxiliaire dans les métastases hépatiques du cancer du côlon en prenant des lobes gauches, puisque, comme on dit tout à l'heure, la transplantation hépatique en prenant un donneur vivant de lobe gauche est éthiquement très raisonnable, puisqu'on ne prend pas un risque important chez le donneur. Ça, c'est pour la transplantation des métas. Maintenant, pour le ALPS. Le ALPS, c'est une opération exceptionnelle dans une situation exceptionnelle. Ça ne doit pas être réalisé lorsque on a des alternatives. Ça veut dire que les résultats du ALPS, c'est entre 9 à 10% de mortalité, c'est des récidives fréquentes, c'est des résultats oncologiques qui sont encore mal évalués et qui vont plutôt dans le sens, ce qu'on m'a publié récemment, contre le 2 temps. Vaut, à mon avis, mieux faire du 2 temps en faisant ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire où on se prend le temps de garder justement l'histoire naturelle plutôt que de faire des ALPS. Voilà. Donc moi, mon avis, c'est que le ALPS, c'est une situation un peu exceptionnelle, une opération un peu exceptionnelle. Ça a beaucoup excité les chirurgiens hépatiques parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas inventé des choses en chirurgie hépatique, mais je trouve pas que ça soit la très belle opération. Sauf si peut-être le mini-ALPS, comme tu en as parlé, apporte des ouvertures. En tout cas, moi j'ai une vision de la chirurgie hépatique qui est une vision plutôt, on va essayer de diminuer l'inflammation pour pouvoir améliorer la fonction hépatique et améliorer les résultats oncologiques. Et le ALPS, c'est exactement l'inverse. C'est mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Voilà. Donc moi, le ALPS, moins j'en fais, mieux je me porte et je vais plutôt dans quelque chose qui est de la chirurgie avec une modulation du flux porte et peut-être que il faut arrêter de faire des hépatectomies en 2 temps en commençant par le petit côté, mais peut-être qu'il faut commencer par le gros côté, puisque tout le monde pense que la régénération du foie fait pousser le cancer. En fait, la régénération du foie fait pousser le cancer lorsqu'il s'agit d'une régénération qui est induite par une embolisation portale. Lorsque c'est une régénération qui est induite par une hépatectomie majeure, il n'y a jamais un papier qui a démontré que ça avait poussé le cancer. Et moi, j'ai travaillé avec Lilian Schwartz, qui est un chirurgien qui travaille à Rouen. Et on a fait un travail qui va être publié prochainement qui montre que l'hépatectomie majeure, en tout cas chez le rat, mais chez l'homme, il n'y a pas d'argument pour penser que ça se passe autrement. L'hépatectomie majeure fait plutôt diminuer le cancer que augmenter le cancer. Et ça, comparativement à l'embolisation portale, qui, elle, fait augmenter le cancer de manière non pas uniquement dans le foie qui régénère, mais partout. Donc moi, ce que je pense, c'est que peut-être que dans l'avenir, il faut commencer par faire des hépatectomies majeures plutôt que des hépatectomies mineures pour le premier temps, pour 2 arguments. Le premier argument, il est oncologique, c'est-à-dire que en termes de résection et de marge R0, on est souvent R1 au premier temps. Si on fait l'hépatectomie droite première, on sera peut-être pas R1. Et l'autre élément, c'est que d'un point de vue physiopathologique, la régénération après une hépatectomie droite
fait pas pousser le cancer, alors qu'elle fait pousser le cancer après une embolisation portale, et ça partout. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé en particulier avec des mathématiciens pour essayer de trouver des moyens de moduler le flux porte. Donc, en fait, faut faire attention à des dogmes. Et en fait, le problématique de notre métier, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites comme des dogmes et qu'il faut justement savoir remettre en cause ces dogmes en se disant mais vraiment ça repose sur quoi. Et je crois que voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et le HALP, c'est à mon avis quelque chose qui a été inventé. Alors ça marche, mais je suis pas sûr que ça soit la bonne solution tout le temps. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. Alors, pour moi, l'avenir de la chirurgie, c'est la chirurgie guidée par la fluorescence. On va en parler demain, je pense. La chirurgie guidée par la fluorescence, ça consiste, on a un petit peu parlé avec la caméra verlindocyanine, ça consiste à utiliser le fait que on a des produits comme le verlindocyanine par exemple, qui sont des produits qui sont captés par le cancer ou par ce qu'il y a autour du cancer. Et donc, si vous faites de la chirurgie avec l'utilisation en préopératoire d'une caméra qui va permettre de révéler ce qu'il y a à la surface du foie et autour du cancer, vous ferez une chirurgie plus précise. Et nous, on travaille avec des sociétés qui développent des choses comme ça. Et je pense que l'avenir de la chirurgie, c'est ça. C'est la chirurgie plus précise guidée par la fluorescence. Aujourd'hui avec du verlindocyanine, mais demain avec des anticorps plus spécifiques qui seront contre la CE, contre l'alpha-fétoprotéine, contre le CA19-9 et ce genre de choses. C'est ça c'est la première chose. La robotique chirurgicale, en fait, j'y crois pas énormément dans sa valeur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à confondre deux choses, la télémanipulation et la robotique. En fait, ce qu'on a actuellement, c'est des télémanipulateurs. C'est rien d'être un robot. Un robot, c'est quelque chose qui est intelligent. C'est pas un robot. Ce qu'on a, c'est quelque chose qu'on fait bouger. C'est pas du tout un robot. Un robot, quand vous posez la question à des gens qui font vraiment de la robotique, c'est quelque chose qui a une certaine intelligence ou une certaine analyse de la situation pour vous empêcher de faire des choses. Ça, c'est un robot. Par exemple, il y a des gens qui travaillent, en particulier Brice Gaillet travaille beaucoup avec des gens qui font ça à l'ISIR, qui est un laboratoire de robotique chirurgicale, et là, c'est de la robotique, qui considère que vous n'avez pas le droit d'aller dans certaines zones dangereuses. Et en fait, l'ordinateur est capable de screener l'environnement et vous dire attention, là, il y a le cholédoque, et donc en fait, vous allez opérer, et quand vous allez opérer, votre main va être freinée par le fait que lorsque vous approchez du cholédoque, il y a une résistance. Ça, c'est un robot. En revanche, le truc de Da Vinci là où vous tournez dans tous les sens, pour moi, c'est pas un robot. Ça, c'est un télémanipulateur. Et je pense que l'avenir, c'est de la vraie robotique chirurgicale où on va avoir des instruments intelligents entre guillemets avec des algorithmes d'analyse de l'espace pour vous permettre d'aller ou pas dans certaines régions, plutôt que Da Vinci, parce que Da Vinci, en fait, c'est un truc qui a été inventé pour faire venir des malades. Pourquoi ? Parce que lorsque vous marquez sur votre clinique, ici on vous opère avec un robot, le Pékin moyen pense que c'est bien d'être opéré avec un robot parce qu'il fait la même erreur que vous, il pense que le robot va penser à votre place. Et en fait non, le robot il pense pas à votre place, c'est vous qui êtes le robot. Et en fait, Da Vinci, ça fonctionne très très bien actuellement parce que justement, ils bénéficient de ça, ils sont leaders mondiaux. Voilà, maintenant, on voit qu'il y a des instruments qui sont en train de se développer, qui sont des instruments beaucoup plus simples, beaucoup plus endocorporels, avec des choses beaucoup moins chères. Alors maintenant, parce que c'est jamais aussi simple, il y a Da Vinci qui est en train de sortir des choses extraordinaires, avec cette fois-ci des vrais monotrocars, avec à l'extrémité du trocar 3 bras qui sortent comme une pieuvre. Et là, vous allez vraiment faire de la chirurgie en utilisant le caractère vraiment très utile de la télémanipulation, parce que justement vous allez avoir à travers un seul trocar la possibilité d'avoir trois instruments, et ça vous ne pouvez le faire qu'à travers un télémanipulateur, même si ça reste un télémanipulateur. Donc pour moi l'avenir de la chirurgie, c'est la chirurgie guidée par la fluorescence, c'est des vrais robots intelligents, et c'est donc des robots, et c'est des télémanipulateurs plus perfectionnés que ceux qu'on a actuellement, c'est-à-dire en monotrocar. Voilà. Alors, après c'est de la chirurgie, c'est de la réalité augmentée temps réel. La réalité augmentée temps réel, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, et en particulier avec un monsieur qui s'appelle Nicolas Golz, qui travaille avec moi à Paul Brousse. L'idée, c'est d'utiliser en préopératoire des modèles 3D qui vont nous permettre d'analyser l'anatomie du malade, puisqu'on a dit tout à l'heure, par exemple, que l'anatomie de Quinault ne correspondait souvent pas
à une réalité anatomique du patient. C'est un schéma qui permet de discuter, mais c'est pas quelque chose qui permet d'opérer. D'ailleurs, un très joli papier de Pietro Maino publié dans J. Patol il y a quelques années qui avait montré que considérer uniquement l'anatomie selon Quino en étant chirurgien hépatique, c'était une simplification des choses et qu'il fallait probablement changer complètement de paradigme. Et c'est pour ça que actuellement on ne travaille que avec des instruments avec des outils qui font de la reconstruction 3D du foie avant d'opérer les malades. Donc et on utilise des logiciels comme Visible Patient, comme Myriad ou comme Fuji pour pouvoir justement reconstruire l'anatomie. Alors maintenant la question c'est qu'une fois qu'on a l'anatomie du malade, est-ce que on va pouvoir la mettre en péropératoire sur le foie en position? Alors ça pose des vrais problèmes qui sont les problèmes de déformation d'organes. C'est-à-dire que dès que vous commencez à tripoter un foie, eh bien, vous allez modifier sa structure. En fait, le scanner 3D, vous l'avez fait en préopératoire chez un malade qui était à ventre fermé avec un foie en position. Ça veut dire qu'il faut être capable d'inventer des algorithmes qui vont vous permettre de déformer le foie en temps réel. Et donc, en fait, vous allez déformer le foie virtuel en temps réel. Et ce foie virtuel, non seulement savoir le déformer, mais surtout savoir interagir avec lui pendant l'opération. Et ce qu'on est en train d'essayer de développer, en particulier avec les gens de l'IRCAD à Strasbourg, c'est des outils d'interaction homme-machine qui vont permettre justement en péropératoire d'opérer et à côté, vous allez avoir quelqu'un qui va interagir avec le modèle tridimensionnel du foie et le mettre dans une position où il est en péropératoire. Parce que les gens qui essaient de faire des fusions d'images, eh bien, c'est bien, mais vous avez trop d'informations dans la tête. Vous êtes en train d'opérer et vous avez des choses qui se surimpriment. Et la problématique en plus, c'est que non seulement elle se surimprime, mais elle ne disparaît pas en fonction de ce que vous avez coupé. Parce que vous avez le foie en 3D, vous faites l'hépatectomie droite, mais vous avez encore le foie en 3D avec tout le foie droit qui est là. Donc il faut inventer des outils où on fait disparaître les choses parce qu'elles sont plus là parce que vous les avez coupées. Donc voilà, donc je pense que l'avenir de la chirurgie là aussi, et c'est justement cette interaction homme-machine qu'il va falloir développer. Et c'est pour ça que la célioscopie est très cohérente, parce que la célioscopie est par définition un outil d'interaction homme-machine, puisque vous avez un écran pour travailler. Voilà, mais on va parler de ça demain.